Ma fille a emmené mon ex-femme et son beau-père rencontrer la famille de son fiancé, sans moi. Tu es une honte, m'a-t-elle dit. J'ai chuchoté, je comprends. Le lendemain matin, ils ont tous fait irruption chez moi, exigeant des réponses. Et quand son fiancé m'a vu, il a prononcé une phrase qui a figé tout le monde sur place. Salut Reddit, ma fille était fiancée et préparait son mariage. Elle m'a exclu de la rencontre avec la famille de son fiancé parce que, apparemment, je n'étais pas assez bien. Elle a emmené son beau-père à la place. Ce qui s'est passé ensuite. Le chaos total. Elle n'avait jamais imaginé que je réagirais comme je l'ai fait. Je m'appelle Jess, 50 ans, homme. Je suis électricien syndiqué depuis 28 ans. Section locale 364 de l'IBEO, basée à Rockford, dans l'Illinois. Ma maison était un pavillon modeste près d'Alpine Road. Je l'ai acheté après le divorce, il y a 12 ans, quand Vivien a décidé que son prof de yoga comprenait son âme mieux que moi. Wesley était un gosse de riche vivant d'un fonds fiduciaire, qui n'avait jamais eu un vrai travail de sa vie. Ils se sont mariés environ 18 mois après la finalisation de notre divorce. Ma fille Brooke avait 14 ans à l'époque, assez âgée pour comprendre ce qui se passait, mais assez jeune pour se laisser tourner la tête par un type qui achetait son affection avec des cartes de crédit et des promesses vides. C'était le lundi avant Thanksgiving, le moment où ma vie a commencé à se recabler. Rockford traversait cette période de fin novembre où le ciel pèse sur vos épaules comme une couverture mouillée. J'avais fini un boulot sur East State Street, en recablant une vieille devanture de magasin qui sentait le moisi et le fantôme de l'entreprise faillie qui y était morte avant. Mes mains portaient encore cette odeur familière de cuivre et de ruban isolant quand je suis entré dans mon allée. J'ai franchi ma porte d'entrée et j'ai laissé tomber mon sac à outils. La maison était silencieuse, juste moi et le tic-tac de l'horloge. J'ai fait du café à l'ancienne, et je faisais défiler les infos sur mon téléphone, quand j'ai vu le texto de Brooke. Elle voulait passer mercredi avec son fiancé, Connor, après leur retour de quelque part. J'ai répondu par texto en demandant où ils étaient allés. La réponse a pris du temps. À Madison. Pour rencontrer la famille de Connor. J'ai fixé l'écran pendant une seconde. Madison n'était pas loin 1h30, peut-être 2 avec les bouchons mais c'était assez loin pour qu'on s'organise, qu'on fasse une valise, qu'on coordonne les emplois du temps. J'ai demandé si je venais aussi, parce que c'est ce qu'on fait quand sa fille se fiance. On se présente, on serre la main de la famille du fiancé. Sa réponse est arrivée trop vite cette fois. Juste maman et Wesley viennent. Quelque chose de froid m'a traversé la poitrine. Pas encore de la colère. J'ai demandé pourquoi. La famille de Connor est traditionnelle. C'est juste plus simple comme ça. Plus simple? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je ne veux pas être embarrassé. Peux-tu ne pas en faire toute une histoire, s'il te plaît? Embarrassé, hein? J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes effacées. Puis j'ai juste renvoyé, compris. Je me suis assis à ma table de cuisine, buvant mon café qui refroidissait, et j'ai essayé de comprendre à quel moment j'étais devenu le parent gênant. Celui qu'on cache devant la bonne société. Celui dont l'existence doit être justifiée, ou simplifiée pour être effacée du récit. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était mon frère Ricky. Il travaillait dans un atelier de carrosserie dans le quartier sud et avait un 6e sens pour deviner quand quelque chose n'allait pas. Son texto était simple. Yo, quoi de neuf, frérot? Ça va? T'es bien? Je lui ai dit que je l'appellerais plus tard. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de fixer le plafond en pensant à toutes les années où j'avais été présent. Chaque pension alimentaire payée à temps, chaque anniversaire, chaque trajet pour les vacances. La voiture pour laquelle je m'étais porté garant quand Brooke avait 19 ans et avait besoin d'un moyen de transport fiable. Le semestre à l'étranger que j'ai aidé à financer quand Vivien prétendait ne pas pouvoir le couvrir. L'appendicectomie d'urgence quand elle avait 16 ans, et que je suis resté assis dans cette salle d'attente d'hôpital pendant 6 heures, alors que Vivien et Wesley étaient opportunément injoignables dans une sorte de retraite spa. 26 ans à être son père, et je ne méritais même pas une place à table. La trahison est arrivée sur Facebook le lendemain matin à 7h15, pile au moment où je me versais ma première tasse de café en me demandant s'il était trop tôt pour se sentir aussi vieux. Je faisais défiler les notifications quand je l'ai vu. La photo avait été postée tard la veille. Brooke dans une robe habillée, coiffée, souriant comme si elle venait de gagner au loto.
Vivien à côté d'elle, avec cet air suffisant qu'elle avait toujours. Et Wesley de l'autre côté, le bras autour de l'épaule de ma fille, souriant comme un connard. Il se tenait devant un restaurant huppé à Madison. Des guirlandes lumineuses, des briques apparentes, le genre d'endroit qui facture $40 pour un steak. La légende m'a frappé en plein ventre. Dîner en famille avec mes parents avant la grande rencontre de demain. Tellement reconnaissante pour mon père incroyable et l'amour qu'il m'a montré. Père. Elle appelait Wesley son père, après que j'ai passé 26 ans, 2 décennies et demie, à être celui dont le sang coulait dans ses veines. Et je la regardais déclarer publiquement que son beau-père était son papa, tandis que j'étais assis seul dans ma cuisine comme un fantôme qui n'avait pas encore compris qu'il était mort. Mon téléphone a sonné. Ricky. Tu l'as vu? Ta fille, a-t-il demandé sans préambule. Je lui ai dit, ouais. C'est tordu, Jess. C'est vraiment tordu. Je n'étais pas en désaccord. Ricky est resté silencieux une seconde. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Tu sais ce qui est le pire? Elle a posté ça en sachant que tu le verrais. Ce n'est pas une erreur. Il avait raison. Brooke n'était pas stupide. Elle avait hérité du talent de sa mère pour la cruauté enveloppée dans un déni plausible. Elle pourrait toujours prétendre qu'elle ne le pensait pas comme ça. Que j'étais trop sensible. Que j'interprétais trop les choses. J'ai dit à Ricky que je le rappellerais et j'ai raccroché. J'ai envoyé un seul message à Brooke. Puisque Wesley est ton père maintenant, laisse-le agir comme tel. Je te coupe les vivres. Ensuite, j'ai éteint le téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai entendu des voitures dans mon allée. Des voitures, au pluriel. J'ai regardé par la fenêtre pour voir le SUV de luxe de Brooke garé derrière la Mercedes de Vivien. Toute l'équipe s'était rassemblée. Brooke, Vivien, et Wesley lui-même, l'air aussi suffisant que jamais dans un manteau en cachemire. Rien ne crie, urgence familiale, comme débarquer avec 2 véhicules de luxe pour confronter son père à propos de ses sentiments. Ils n'ont pas frappé. Brooke avait encore une clé de l'époque où elle venait chez moi les week-ends. Elle est entrée comme si elle était propriétaire des lieux, les 2 autres traînant derrière elle. Vivien a scanné ma cuisine avec ce regard, cataloguant mentalement tout ce qui n'était pas à la hauteur de ses standards. Wesley s'est positionné près de la porte. Vivien a parlé la première. Elle le faisait toujours. Jess, il faut qu'on parle. Je suis resté assis à ma table de cuisine, café en main, le téléphone affichant toujours Facebook. Ah bon? Brooke s'est avancé. Tu as vu le post. Avant que tu ne transformes ça en une affaire d'État. Une affaire d'État, ai-je répété. Tu as appelé Wesley ton père publiquement, devant tout Internet. Wesley s'est avancé avec ce sourire à lui. Jess, je comprends que tu te sentes blessé. J'ai levé une main. Laisse-moi t'arrêter tout de suite. Tu n'as pas ton mot à dire dans cette situation. Apparemment, tu es le parent préféré dans la vie de ma fille, alors félicitations. Commence à agir comme tel, son sourire a légèrement vacillé. Les yeux de Vivien sont devenus perçants. C'est exactement ce que je veux dire, a dit Brooke. Cette attitude. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu sois là. Quelle attitude? Celle où j'existe? Où j'ai des opinions? Où je ne suis pas juste un chéquier ambulant que tu sollicites quand tu as besoin de quelque chose? La voix de Vivien est devenue glaciale. Personne n'a dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Les actes parlent, Vivien. Tu as emmené ton mari et ma fille rencontrer la famille de son fiancé, et tu as présenté Wesley comme son père. Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit sur moi? Que je suis un colocataire? Un type qui finance le train de vie de votre fille et qui se pointe occasionnellement aux fêtes? Silence. J'ai regardé Brooke. Qu'est-ce que tu as dit exactement aux parents de Connor à mon sujet? Elle n'a pas répondu. Brooke. Sa mâchoire s'est crispée. Les Hartley ne font pas dans les divorces compliqués. D'accord? C'est de l'argent de vieille famille, très traditionnel. Maman leur a dit que tu étais pratiquement hors du tableau. C'était plus simple. Et voilà. Plus simple, ai-je répété. Donc tu as effacé 26 ans où j'ai été ton père, parce que c'était plus simple? Ce n'est pas un effacement. C'est juste de la présentation. C'est un mensonge, Brooke.
Un mensonge que tu as raconté à tes futurs beaux-parents sur qui t'a élevé. Elle a levé les yeux au ciel. Biologiquement, bien sûr, mais la paternité c'est plus que de l'ADN. Elle a croisé les bras et m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'as jamais agi comme un vrai père, Jess. Les mots ont atterri comme un coup de masse dans la poitrine. Je suis resté là un long moment. D'accord, ai-je chuchoté. J'ai compris. Brooke a cligné des yeux, presque surprise que je ne riposte pas. Vivien a échangé un regard avec Wesley. La pièce est devenue silencieuse. Wesley s'est raclé la gorge. La famille Hartley a certaines attentes. Je m'en fous. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Vivien est intervenu. Tu rends ça plus dramatique que nécessaire. Non. Je me suis levé lentement. J'ai fini. Nous sommes venus ici pour faire la paix, a-t-elle dit entre ses dents. Vous êtes venu ici parce que Brooke veut quelque chose. La voix de Brooke est devenue tranchante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai regardé ma fille, j'ai essayé de voir la petite fille qui courait vers moi quand je rentrais du travail. L'adolescente qui pleurait sur mon épaule quand son premier petit ami l'avait larguée. La jeune femme qui m'avait appelé paniquée quand sa voiture était tombée en panne sur l'île 90, et que j'avais conduit 2 heures dans une tempête de neige pour l'aider. Tout ce que je voyais, c'était une étrangère dans des vêtements coûteux qui avait appris à traiter les gens comme des marchandises jetables. Quelqu'un à qui on avait appris que l'image comptait plus que tout le reste. Ça veut dire que la poule aux œufs d'or vient de prendre sa retraite, ai-je dit. Le visage de Brooke a pâli. De quoi tu parles? Le compte que j'ai ouvert pour toi. Celui sur lequel je verse de l'argent depuis tes 3 ans. Celui dont je t'ai dit qu'il était pour les urgences et ton mariage, un jour. J'ai fait une pause. Je l'ai fermé à la première heure ce matin, avant même que tu n'arrives. Sa mâchoire est tombée. Tu as fait quoi? Les yeux de Vivien se sont écarquillés. Tu as perdu la tête? Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Cet argent était pour Brooke. C'était mon argent, économisé pour ma fille. Et apparemment, je ne suis pas son père. Elle peut faire une croix dessus. Brooke a finalement retrouvé sa voix. Combien il y avait dedans? Je lui ai dit. Le chiffre a flotté dans l'air. Wesley a sifflé doucement. C'est substantiel. 23 ans de cotisation. Intérêt composé. Le visage de Brooke était passé de pâle à rouge. Tu ne peux pas juste prendre ça. C'est à moi. Regarde-moi faire. J'ai besoin de cet argent pour le mariage. Alors demande à ton papa. J'ai laissé la phrase faire son effet. Ton vrai papa, apparemment. Wesley. Je suis sûr qu'il peut couvrir ça. Le visage de Wesley s'est crispé. Vivien avait l'air de vouloir me gifler. Brooke tremblait maintenant. Tu vas regretter ça. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Mais au moins, je le regretterai avec mon compte d'épargne intact et mon amour-propre en un seul morceau. Elle a foncé vers sa voiture. Vivien a suivi, déjà au téléphone. Wesley s'est attardé un instant. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect, ou peut-être de la haine pure. Difficile à dire. Tu sais que ce n'est pas fini, a-t-il dit. Je lui ai souri. Si, ça l'est. Il est parti sans un mot de plus. Je suis retourné dans mon garage et j'ai fini de ranger mes outils. Ricky a appelé ce soir-là. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a ri. Il était temps, a-t-il dit quand il a repris son souffle. J'attendais depuis des années que tu fasses ça. Je lui ai dit que ça faisait du bien. Ça devrait. Tu les laisses te marcher dessus depuis le divorce. Jess, tu n'es pas un méchant type. Mais tu dois arrêter d'être une cible aussi facile. Il avait raison. J'avais passé tellement de temps à essayer d'être la personne la plus mature que je m'étais laissé devenir un paillasson. C'était fini. Il s'est pointé chez moi le lendemain avec des boissons et un air sur le visage comme s'il venait d'avoir des places au premier rang pour un match de boxe. Alors, la nouvelle se répand, a-t-il dit en se laissant tomber sur mon canapé. Vivien appelle tout le monde, essayant de savoir s'il y a un moyen légal de récupérer cet argent. J'ai haussé un sourcil. Il n'y en a pas. Je le sais. Mais la voir s'agiter, c'est un divertissement en soi. Il a ouvert une canette et m'en a tendu une.
Il paraît qu'elle a déjà épuisé 3 avocats pour essayer de trouver une faille. Il n'y en a pas, ça collait avec ce à quoi je m'attendais. Vivien avait toujours pensé que les règles étaient des suggestions pour les autres. Voilà le truc, a continué Ricky. Tu as un levier maintenant. Les Hartley, c'est de l'argent de vieille famille. Ils n'aiment pas qu'on leur mente. S'ils découvrent la vérité sur la façon dont tu as été dépeint. J'y ai réfléchi. Je n'essaie pas de faire exploser le mariage de Brooke. Frérot, elle a déjà fait ça toute seule. Tu décides juste si tu lui tends un extincteur, ou si tu laisses tout brûler. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Une voix de femme, polie et prudente. Elle s'est présentée comme Judith Hartley, la mère de Connor. Elle a dit qu'elle avait entendu des choses contradictoires, et qu'elle voulait avoir une vue d'ensemble avant que sa famille ne prenne des décisions concernant le mariage. Je lui ai demandé ce qu'on lui avait raconté. Il y a eu un silence. Puis, elle a dit qu'on leur avait raconté que j'étais largement absent pendant l'enfance de Brooke, que Wesley avait été la présence stable, et que le divorce était dû à mes problèmes. Je me suis assis sur mon canapé. Madame Hartley, je travaille comme électricien depuis 28 ans pour subvenir aux besoins de ma fille. Même boulot, même syndicat. Je n'ai jamais manqué un paiement de pension alimentaire. J'étais à chaque échange de garde, chaque fête où j'avais légalement le droit d'être, chaque événement scolaire où je pouvais me rendre. J'ai les reçus pour la voiture dont je me suis porté garant, les frais de scolarité que j'ai aidé à payer, les factures médicales que j'ai couvertes. Voulez-vous des copies? Silence à l'autre bout du fil. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit, a-t-elle fini par dire. Je suis sûr que non. Une autre pause. Monsieur Hollis, seriez-vous prêt à nous rencontrer? Mon mari et moi aimerions entendre votre version des faits. En personne. J'y ai réfléchi quelques secondes. Quand et où? Nous avons convenu de nous rencontrer. Ricky est arrivé chez moi le dimanche avant la réunion avec un bloc-notes. D'accord, a-t-il dit en s'installant dans le fauteuil. Passons tout ça en revue. Qu'est-ce que tu as, concrètement? J'avais passé la semaine à rassembler de la paperasse. Pas pour me venger, du moins pas principalement plus par souci de clarté. Nous avons tout étalé sur la table de la cuisine. Les relevés de pension alimentaire remontant au divorce. Les relevés bancaires montrant le fonds d'éducation auquel j'avais contribué. Les reçus médicaux. Les documents de caution pour la première voiture de Brooke. Les bulletins scolaires avec ma signature à côté de celle de Vivien. Des photos d'anniversaire, de vacances, d'événements scolaires. Ricky a feuilleté une pile de photos. Tu étais à sa remise de diplôme du lycée. 3e rangée. Arrivé tôt pour avoir une bonne place. Il a tenu une photo de Brooke dans sa toge. Moi debout à côté d'elle. Tous les deux souriants. C'est 2 ans après le remariage de Vivien. Tu venais toujours à tout. Je n'ai jamais arrêté. Il a posé la photo et secoué la tête. Et ils ont dit aux Hartley que tu étais absent. Mec, je suis tellement en colère. C'est bon. J'ai les reçus. Ricky a émis un bruit de dégoût. Vivien a toujours été doué pour réécrire l'histoire. Tu te souviens quand elle a dit à tout le monde que le divorce était dû au fait que tu travaillais trop? Oubliant commodément la partie où elle couchait avec Wesley. Je ne voulais pas rouvrir de vieilles blessures. Ce n'est pas le sujet. Peut-être que ça devrait l'être. Ces gens ont menti sur toi, Jess. Ils mentent encore, et ils utilisent ces mensonges pour t'évincer du mariage de ta propre fille. J'ai regardé les piles de papier sur ma table. 26 ans de preuves que j'avais été là, que j'avais essayé, que je n'avais jamais cessé d'être un père, même quand il aurait été plus facile de partir. Les Hartley ont l'air de gens raisonnables, ai-je dit. Judith semblait sincèrement confuse au téléphone, comme si ce qu'on lui avait dit ne correspondait pas à ce qu'elle voyait. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit que Connor m'avait mentionné quelques fois. Il a dit que j'avais l'air d'un type normal quand ils se sont rencontrés brièvement à une fête de fiançailles, mais l'histoire de Brooke et Vivien me dépeignait comme un bon à rien qui existait à peine. Le calcul ne collait pas pour elle. Ricky a hoché la tête. Donc, elle fait sa propre vérification des faits. On dirait bien. Femme intelligente. Il a sorti son bloc-notes. Ok, qu'est-ce que tu veux obtenir de cette réunion? J'y ai réfléchi. Je ne voulais pas faire exploser le mariage de Brooke.
Je voulais quelque chose de plus simple. Je veux qu'ils connaissent la vérité. Ce qu'ils en feront ne dépend que d'eux. Ricky a noté quelque chose. C'est juste, mais tu devrais aussi être prêt pour le retour de Flamme. Quand Brooke découvrira que tu as parlé directement au Hartley, elle va péter les plombs. Laisse-la faire. Il m'a regardé. Tu es sûr? C'est ta fille. Elle a cessé d'être ma fille quand elle a appelé un autre homme papa. Je suis juste le type qui a fait don du matériel génétique, à ce stade. Ricky est resté silencieux un moment. Puis il a posé son stylo. Je te connais depuis toujours. Tu n'es pas quelqu'un de vindicatif. Je ne suis pas vindicatif. Je suis honnête. Il y a une différence. Ricky a ouvert une boisson. D'accord, préparons tes arguments. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout passer en revue. Au moment où il est parti, j'avais un dossier simple avec les documents les plus pertinents et une idée claire de ce que je voulais dire. La réunion était prévue pour mardi soir. Les Hartley avaient suggéré un lieu neutre, une salle de conférence dans leur église. Ricky a proposé de venir en renfort. Je lui ai dit non. C'était quelque chose que je devais faire seul. Lundi soir, j'ai reçu un appel de Brooke. La première fois qu'elle me contactait depuis la confrontation dans l'allée. Sa voix était tendue. J'ai entendu dire que tu parlais à la mère de Connor. Je n'ai pas demandé comment elle le savait. Ça n'avait pas d'importance. Elle m'a contacté, m'a posé des questions. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Silence. Alors tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. Tu leur as raconté des mensonges sur moi, Brooke. J'ai rétabli la vérité. Ça va tout gâcher. Non. Les mensonges allaient finir par tout gâcher de toute façon. Sa voix est devenue froide. Tu vas le regretter. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Ça ne s'est pas encore réalisé. Elle a raccroché sans dire au revoir. J'ai bien dormi cette nuit-là. Mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines, en fait. Avance rapide jusqu'au jour de la réunion. La salle de conférence de l'église sentait le nettoyant au citron et les vieux livres de cantiques. Des chaises pliantes disposées autour d'une longue table, des néons qui bourdonnaient au-dessus, une cafetière dans le coin qui faisait probablement le même café médiocre depuis l'administration Carter. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai posé mon dossier sur la table, et j'ai pris place vers le milieu. Pas en bout de table. Ce n'était pas mon spectacle, juste un endroit où je pouvais être vu et entendu clairement. Les Hartley sont arrivés ensuite. Judith était grande, aux cheveux argentés, avec le genre de posture qui suggérait qu'elle avait passé sa vie dans des salles de conseil. Son mari, Henry, était plus petit, plus trapu, avec des mains calleuses qui me disaient qu'il avait fait un vrai travail manuel à un moment donné de sa vie. Ils m'ont serré la main et se sont assis en face de moi. « Merci d'être venu », a dit Judith. Je sais que c'est peu conventionnel. Je lui ai dit que j'appréciais l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Connor est entré ensuite, l'air nerveux. Il m'a fait un signe de tête et s'est assis à côté de sa mère. Le gamin n'était pas l'ennemi ici. On lui avait juste donné de mauvaises informations. Et puis le reste d'entre eux est arrivé. Brooke est entré en premier, son visage figé dans cette neutralité prudente qu'elle avait apprise de sa mère. Vivien a suivi, projetant déjà une dignité blessée comme une arme. Wesley fermait la marche, le manteau en cachemire remplacé par un blazer plus discret, jouant les humbles pour le public. Les trois ont pris place de l'autre côté de la table. Brooke s'est positionné aussi loin de moi que possible. Henry s'est raclé la gorge. Nous sommes ici pour clarifier certaines choses avant d'aller de l'avant avec les plans du mariage. Judith a parlé avec Monsieur Hollis la semaine dernière. Ce qu'elle a appris ne correspondait pas à ce qu'on nous avait dit. Nous voulons donner à chacun une chance de s'expliquer. Vivien a ouvert la bouche, mais Henry a levé la main. Nous allons commencer avec Monsieur Hollis. J'ai regardé autour de la table, tous les yeux braqués sur moi. Le moment semblait lourd, mais pas d'une mauvaise manière. Plus comme si je déposais un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Je suis le père de Brooke depuis 26 ans, ai-je dit. J'ai été marié à Vivien pendant 14 de ces années, divorcé depuis 12 ans. Pendant le mariage, j'ai travaillé. J'ai subvenu aux besoins de la famille. J'étais là pour les anniversaires, les vacances, les événements scolaires.
Après le divorce, j'ai suivi l'accord de garde à la lettre. Je n'ai jamais manqué un paiement, jamais manqué un moment pour aller la chercher, jamais manqué une occasion de faire partie de la vie de ma fille. J'ai ouvert mon dossier, et j'ai étalé les documents, un par un. Ceci est mon relevé de pension alimentaire, complet et ininterrompu depuis 12 ans. Ceci est le dossier de prêt de l'époque où je me suis porté garant pour sa première voiture. Je n'étais pas indisponible. C'est moi qu'elle appelait. Ceci est une facture d'hôpital de quand elle avait 16 ans et a dû être opérée d'urgence. Je suis resté assis dans cette salle d'attente pendant 6 heures. J'ai ajouté la photo de la remise des diplômes à la pile. C'est de sa remise de diplôme au lycée, 3e rangée. J'ai pris un jour de congé. Et ceci. J'ai sorti le dernier document. C'est le relevé du compte d'épargne que j'ai ouvert pour elle quand elle avait 3 ans. 23 ans de cotisation. Je l'ai fermé il y a 2 semaines parce qu'on m'a dit que je n'étais pas son vrai père. La pièce était silencieuse. Judith a étudié les documents. L'expression d'Henri était passée de neutre à quelque chose de plus proche de la colère. Connor fixait Brooke. Est-ce que c'est vrai? La mâchoire de Brooke était crispée. Il exagère. J'ai secoué la tête. Quelle partie? Les relevés de pension alimentaire du comté? Les relevés bancaires avec les dates et les montants? Le reçu de l'hôpital avec ma signature? Wesley s'est avancé. Les contributions financières ne font pas de quelqu'un un parent. Être présent émotionnellement. J'étais présent émotionnellement, les jeux coupés. J'étais présent physiquement. J'étais présent de toutes les manières dont un père peut être présent. Tu as débarqué quand Brooke avait 14 ans avec une voiture en leasing et un fonds fiduciaire. Tu as acheté son affection. J'ai gagné la mienne. Son visage s'est assombri. La voix de Vivien est devenue tranchante. C'est exactement pour ça qu'on ne voulait pas de toi là-bas. Cette incapacité à accepter que Brooke ait des relations avec d'autres personnes. Je l'ai regardée. J'ai accepté qu'elle est un beau-père. Je n'ai jamais essayé de saper ton mariage ou la relation de Wesley avec Brooke. Mais vous ne vous êtes pas contenté de le mettre en valeur. Vous m'avez démoli. Vous avez dit à ces gens que j'étais absent, que je n'étais pas vraiment impliqué. C'est de l'effacement. Judith a parlé doucement. On nous a dit que Jess était essentiellement un étranger. Qu'il se montrait occasionnellement mais ne faisait pas partie de la vie quotidienne de Brooke. Elle a regardé Vivien. Vivien a regardé la table. Connor s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Je t'ai posé la question. Je t'ai spécifiquement posé la question sur le père biologique de Brooke. Tu as dit qu'il n'était pas dans le tableau. Le calme de Brooke s'est finalement fissuré. Il était à peine dans le tableau. Un week-end sur 2, ce n'est pas être un parent. Un week-end sur 2, c'est ce que le tribunal m'a donné, ai-je dit. J'ai demandé plus. L'avocat de ta mère a fait en sorte que je ne l'obtienne pas. Le visage de Vivien est devenu rouge. C'est un mensonge. Vérifiez les dossiers du tribunal. Connor était toujours debout. Il a regardé Brooke, puis Vivien, puis à nouveau Brooke. Quand il a parlé, sa voix était calme. Le genre de calme qui précède juste le moment où tout se brise. Donc, tu as menti à propos de ton père. Pour donner une meilleure image de ta famille. Tout le monde s'est figé. La bouche de Brooke s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Le visage de Vivien est devenu blanc. Wesley regardait le sol. Le silence s'est étiré jusqu'à en devenir douloureux. Henri s'est tourné vers son fils. Connor, nous devons parler en privé. Connor a hoché la tête. Il a regardé Brooke, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la déception. Le genre qui arrive quand on réalise que la personne qu'on croyait connaître est une étrangère. Il est sorti avec ses parents. La porte s'est refermée derrière eux, et puis il n'y a plus eu que nous. Moi, Brooke, Vivien et Wesley. Brooke a parlé la première, sa voix tremblante. Tu es content maintenant? Tu as tout gâché. J'ai rassemblé mes documents dans le dossier. Si la vérité gâche les choses, ce n'est pas ma faute. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. Wesley s'est avancé. Tu dois réfléchir à ce que tu fais là, Jess. Les disputes familiales peuvent se régler, mais si tu fais exploser ça, c'est exploser pour de bon. Vous trois avez allumé la mèche.
Je refuse juste que vous me blâmiez pour l'explosion. Vivien s'est levé, rassemblant son sac à main. On verra bien. Ce n'est pas fini. J'ai haussé les épaules. Pour moi, si. Ils sont partis. Brooke ne s'est pas retourné. Je suis resté assis seul dans cette pièce pendant encore 10 minutes, écoutant les néons bourdonner et la cafetière gargouiller. Puis j'ai rangé mon dossier et je suis rentré chez moi. Les 3 semaines suivantes ont été un chaos. Pas mon chaos, le leur. J'ai juste regardé ça se dérouler d'une distance confortable. Ricky me tenait au courant grâce à son réseau. Les Hartley étaient passés en mode enquête complète après la réunion à l'église. Ils avaient tout vérifié de ce que je leur avais dit. Les relevés de pension alimentaire, les relevés bancaires, les photos de remise de diplôme. Le mariage n'était pas annulé. Il était reporté indéfiniment pendant que Connor et Brooke réglaient certaines choses. C'était la déclaration officielle. Officieusement, selon le réseau de Ricky, Connor reconsidérait sérieusement s'il voulait épouser quelqu'un qui avait menti à sa famille sur quelque chose d'aussi fondamental. Vivien m'a appelé 5 fois la première semaine. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui commençaient par la colère et glissaient progressivement vers la panique. Jess, nous devons parler de ça. Pour le bien de Brooke. Le mariage est en danger. Quels que soient nos problèmes, nous pouvons les résoudre, mais tu dois appeler les Hartley et expliquer que tu as surréagi. S'il te plaît. J'ai ignoré ça. Wesley n'a pas appelé. Probablement intelligent de sa part. Brooke m'a contacté exactement une fois par email. Un long message qui passait du blâme à l'apitoiement sur soi. J'étais ingrat pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je ne comprenais pas à quel point c'était dur de grandir entre 2 foyers. Wesley avait été plus présent pendant ses années formatrices d'adolescente. Elle n'avait jamais voulu me blesser. Elle avait juste fait des choix qui, par hasard, avaient eu cet effet. Ce qui se rapprochait le plus d'une prise de responsabilité était une ligne vers la fin. Je comprends maintenant que certaines de mes décisions étaient blessantes et je regrette la douleur qu'elles ont causée. Pas, je suis désolé d'avoir menti sur toi. Pas, j'ai eu tort de t'effacer de ma vie. Je l'ai lu 2 fois en essayant de trouver une véritable reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Un signe qu'elle admettait avoir menti à mon sujet? Un soupçon de remords sincère? Rien. J'ai renvoyé une réponse de 2 phrases. Quand tu seras prête à avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé, je suis prêt à écouter. D'ici là, je n'ai rien à dire. Elle n'a pas répondu. Ricky est passé le 3e vendredi. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière, même s'il faisait assez froid pour qu'on puisse voir notre haleine. Il paraît que les Hartley se retirent du financement du mariage, a-t-il dit. Ils allaient couvrir le lieu et le traiteur. Maintenant, ils ne le font plus. J'ai hoché la tête. C'est beaucoup d'argent. 50,000 $ ou quelque chose comme ça, apparemment. Judith a dit à quelqu'un à leur église qu'elle ne pouvait pas, en bonne conscience, financer un mariage qui commençait par une tromperie. Ces mots exacts. J'ai laissé l'information pénétrer. Les Hartley ne faisaient pas que prendre du recul. Ils faisaient une déclaration. J'imagine que le fonds fiduciaire de Wesley va prendre un coup, ai-je dit. Ricky a souri. C'est bien ça le truc. Il n'y a pas autant d'argent dans ce fonds fiduciaire que tout le monde le pensait. Vivien le saigne à blanc depuis des années. La maison, les voitures, le train de vie. C'est surtout de la poudre aux yeux à ce stade. J'ai assimilé ça. Donc, le mariage chic de Brooke était financé par les Hartley. Et maintenant, cet argent a disparu. Ouais. Et le compte d'épargne que tu as fermé aurait couvert l'écart sans aucun des deux. Il a secoué la tête. Ils sont en train de paniquer. J'ai pris une longue gorgée de ma boisson. La vie te rattrape vite. Frérot, tu ne crois pas si bien dire. La semaine suivante, la sœur de Vivien m'a contacté. Tante Paula, une femme raisonnable avec qui je m'étais toujours bien entendu pendant le mariage. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Elle a dit qu'elle voulait comprendre ce qui s'était passé de mon point de vue. J'ai accepté parce que Paula ne m'avait jamais fait de tort, et elle semblait sincèrement confuse plutôt qu'accusatrice. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner du quartier sud. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait été prise au milieu de quelque chose d'épuisant. J'ai parlé à Vivien, a-t-elle dit. J'ai aussi parlé aux Hartley.
Les histoires ne correspondent pas. Je lui ai dit que je n'étais pas surpris. Je n'arrive pas à croire que Vivien ait réellement prétendu que tu étais absent. Tu as fait tout ce qu'un père pouvait faire pour sa fille. Elle a fait une pause. Jess, je connais ma sœur depuis toujours. Elle a un talent pour se faire passer pour la victime dans chaque histoire. Mais ça. Je n'avais pas réalisé jusqu'où c'était allé. Je n'ai pas jubilé, je lui ai juste dit les faits. Paula a écouté. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça dépend d'eux. J'ai dit ce que j'avais à dire. La vérité est là, dehors. S'ils veulent reconstruire quelque chose avec moi, ils savent où me trouver. Et s'ils ne le veulent pas, j'ai haussé les épaules. Alors je continue à vivre ma vie. J'ai passé trop d'années à attendre que les gens m'apprécient. J'ai fini d'attendre. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'aurais dû le voir plus tôt. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, et je le pensais. 3 mois plus tard, j'étais dans mon garage en train de remplacer un démarreur sur mon camion quand une voiture est entrée dans mon allée. Je n'ai pas reconnu le véhicule, mais j'ai reconnu l'homme qui en est sorti. Connor avait l'air différent de la dernière fois que je l'avais vu. Moins soigné, plus usé. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et je l'ai rejoint au bord du garage. « Monsieur Hollis, vous avez quelques minutes ?» « Ouais, bien sûr. » Nous nous sommes assis sur le haillon de mon camion. Aucun de nous n'était pressé de combler le silence. Le froid de début mars était encore mordant, mais le soleil était de sortie et le vent n'était pas trop mauvais. Connor a parlé le premier. « Le mariage est annulé. » Pause. J'ai hoché la tête. J'ai entendu des rumeurs. Ouais, les nouvelles vont vite. Il fixait le sol. J'ai continué à essayer de faire marcher le truc. Je me disais sans cesse, tout le monde a des histoires de famille compliquées, non? Personne n'est parfait. C'est juste. Mais ce n'était pas juste compliqué. Elle a menti. Et quand j'ai commencé à creuser, à vraiment regarder, c'est devenu pire. Le truc sur vous n'était que le début. J'ai attendu. Le semestre à l'étranger qu'elle disait payer par sa mère. C'était vous. La voiture que son papa était censé lui avoir achetée. Vous aviez co-signé le prêt. L'urgence médicale où Wesley a sauvé la situation. Il n'était même pas dans le pays. C'était vous qui étiez là. On dirait que tu as bien fait tes devoirs. J'ai dû le faire, parce que chaque fois que j'essayais d'en parler à Brooke, elle esquivait. Changeait de sujet. Me faisait sentir que c'était moi le problème parce que je posais des questions. Je connaissais cette tactique. Je l'avais subie pendant des années. Connor a secoué la tête. Le truc qui m'a vraiment eu, c'est à quel point c'était facile pour elle. De mentir. Ce n'était même pas à contre-cœur. Elle réécrivait simplement la réalité comme si de rien n'était, et s'attendait à ce que je marche. Cette compétence est héréditaire dans la famille. Il a presque souri. Ma mère a dit quelque chose de similaire. Nous sommes restés assis en silence pendant une autre minute. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ai-je demandé. Me concentrer sur le travail. Comprendre qui je suis sans elle. Ça fait 18 mois que ma vie est construite autour de la planification du mariage et de la fusion des familles. Ça fait bizarre de tout arrêter. Je comprenais ça. La désorientation d'avoir soudainement de l'espace là où il y avait de l'obligation. Connor a hoché la tête lentement. Vous savez quoi? Mes parents vous aiment bien. Ma mère a dit que vous lui rappeliez mon grand-père. Franc. On sait à quoi s'attendre avec vous. Je vais prendre ça comme un compliment. C'était le but. Il s'est levé, a épousseté son pantalon. Nous nous sommes serrés la main. Merci d'avoir pris le temps, a-t-il dit. Pas de problème. Bonne chance, fils. Il est parti et je suis retourné au démarreur de mon camion. La mise à jour sur Brooke est arrivée via Ricky quelques semaines plus tard. Sans l'argent des Hartley et sans les économies que j'avais fermées, le mariage aurait été impossible de toute façon. Mais ce n'était pas la seule retombée. Les finances de Vivien et Wesley, déjà tendues, ont pris un autre coup quand certains de ces investissements ont mal tourné. Il s'est avéré que Wesley jouait avec le feu avec ce qui restait de son fonds fiduciaire, courant après des rendements qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre.
Le train de vie qu'il projetait s'effondrait. Il était question de vendre la grande maison, de déménager pour plus petit. Brooke avait réemménagé avec eux. Apparemment, l'appartement chic qu'elle louait, financé par ce que je soupçonnais maintenant être de l'argent que Vivien siphonnait à Wesley, n'était plus viable. À 26 ans, elle était de retour dans sa chambre d'enfant, regardant son image soigneusement construite s'effondrer autour d'elle. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, ils avaient méprisé ma maison modeste, mon camion pratique, ma vie simple. Maintenant, ils apprenaient que les fondations sur lesquelles ils avaient bâti n'étaient pas aussi solides qu'ils le pensaient. Il s'avère que le caractère est un meilleur investissement que les manteaux en cachemire. Tante Paula m'a appelé en avril pour dire que Vivien demandait de mes nouvelles, si je serais prêt à parler. J'ai dit à Paula que j'avais dit tout ce que j'avais à dire. La balle était dans leur camp, mais je n'allais pas faire semblant que rien ne s'était passé juste pour qu'ils puissent se sentir mieux. Elle ne va pas s'excuser, a prévenu Paula. Tu le sais. Je savais que Vivien ne s'était jamais excusé de rien dans sa vie. Et Brooke avait appris cette compétence du maître. Alors nous n'avons rien à discuter. Paula a accepté ça. Elle s'y attendait probablement. L'été est arrivé. J'ai fait un voyage de pêche avec Ricky dans le Wisconsin. J'ai passé une semaine à ne penser à rien de tout ça. Juste lancer des lignes dans un lac et profiter du calme. Quand je suis rentré, il y avait une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Celle de Brooke. J'ai hésité à l'ouvrir. La chose mature à faire aurait été de la lire avec un cœur ouvert, de chercher les excuses, de reconstruire le pont. Mais j'avais passé 26 ans à être mature, à être la plus grande personne, à être patient. Je l'ai lu quand même. Elle faisait 3 pages. La plupart n'étaient que des explications sans excuses. Elle avait été confuse. Elle avait été prise entre 2 familles, etc. J'ai mis la lettre dans un tiroir. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être pas. Mais je n'étais pas pressé. En octobre, j'ai eu un nouvel apprenti au travail. Un gamin nommé Tyler, 22 ans, impatient d'apprendre le métier. Il me rappelait moi à cet âge. Arrivant tôt, restant tard, ne se plaignant pas quand le travail devenait dur. Un jour au déjeuner, il m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai pris une bouchée de mon sandwich et j'ai réfléchi à la question. J'ai une fille, ai-je dit finalement. Mais on n'est pas proche. Il a hoché la tête comme si c'était logique. Il n'a pas poussé pour avoir des détails. Un gamin intelligent. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse arrière alors que le soleil se couchait. Ce froid propre d'automne qui vous rappelle que l'hiver arrive mais n'est pas encore là. Les arbres dans mon jardin étaient à moitié nus, les feuilles éparpillées sur l'herbe que je devrais bientôt ratisser. J'ai pensé à Brooke, à Vivien et Wesley, à toutes les années que j'avais passées à essayer d'être assez pour des gens qui avaient déjà décidé que je ne l'étais pas. Et j'ai réalisé quelque chose qui ressemblait à la paix. Je m'étais défendu. J'avais refusé d'être traité comme un fantôme. Refusé d'être effacé. Ce qui se passerait ensuite n'était plus entre mes mains. Peut-être que Brooke finirait par revenir. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais fini de porter le poids de ses choix. J'avais passé des décennies à être un père. À être présent, à rester, à tenir bon quand partir aurait été plus facile. C'était suffisant. Ça avait toujours été suffisant. Le fait qu'elle ne le voie pas n'était plus mon problème.